Alors, c'est la fin d'une affaire qui aura donc passionné ici en Israël et même au-delà des frontières, puisque ça a eu un retentissement à l'étranger. On va essayer justement d'en dresser un bilan avec nos deux invités. Maître Yom Tov Khalfon, bonsoir. Vous êtes avocat ici en Israël. Et puis avec vous, Roni Edry, bonsoir. Vous êtes le fondateur de la Peace Factory, l'usine de la paix. Vous avez déjà entendu d'ailleurs dans cette affaire. Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir vu sortir de prison aujourd'hui avec cet accueil triomphal auprès de ses amis, de sa famille? Vous trouvez que c'est un épilogue finalement et qu'il est temps de passer à autre chose, ou est-ce qu'il y a encore des questions en suspens? Non, enfin, je pense qu'on en a assez parlé, on a rebâché le sujet et je savais même pas qu'il était sorti de prison quand on m'a appelé ce matin. Mais c'est vrai qu'il revient nous hanter un peu comme ça. Elor Azaria, j'ai l'impression qu'on a un problème avec Elor Azaria à chaque fois qu'on le voit. Parce qu'il nous rappelle un peu, il nous rappelle ce qui se passe dans les territoires. C'est devenu un peu l'icône, pour moi. Pour moi, c'est devenu l'icône un peu de l'occupation. Et c'est les jeunes qu'on envoie, et puis il se passe ce qui se passe, et puis après on essaye de défendre ou de soutenir l'insoutenable ou l'indéfendable, et on se retrouve à essayer de justifier quelqu'un qui tire dans la tête à bout portant d'un terroriste, pas de problème, et bon, qui l'abat après, qu'on ne revient pas sur l'histoire. Et cette fois-ci, enfin, on le voit. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est pris par des caméras, on voit l'occupation, on voit ce qui s'y passe derrière. Parce que quand on est en Israël, on ne la voit pas, l'occupation. Donc tout est beau, c'est sympa à Israël, faut venir visiter de temps en temps. Mais on ne voit pas l'occupation. Et là, on la voit, et là, on se la prend en pleine gueule, et c'est de ça que ça a l'air. Et donc, on essaye de justifier. Et Elor Azaria, pour moi, c'est l'injustifiable, c'est l'indéfendable. Et je suis content pour lui qu'il rentre chez lui. J'espère qu'il va prendre un sac à dos et qu'il va se barrer aux Indes et qu'il va faire un trek et que peut-être qu'il va réfléchir. Mais bon, je suis pas content qu'il soit sorti de prison, non. Enfin. Yom Tov Khalfon. Bon, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Roni. C'est justement ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est l'instrumentalisation qui a été faite autour de cette histoire. Et malheureusement, ceux qui ont instrumentalisé cette histoire, c'est B'Tselem et de manière générale, tous ces ONG d'extrême gauche qui en fait, leur seul but est de rendre illégitime l'État d'Israël et les soldats d'Israël. C'est un cas qui aurait dû rester dans le cadre militaire, comme c'était prévu d'ailleurs à l'origine. C'est ce que ces commandants avaient conclu entre eux avant que ça soit sorti dans les médias. Les commandants, et sur ça une partie du procès a été notamment autour de ce sujet, avaient conclu que ce cas allait être jugé par une cour disciplinaire dans le cadre militaire, comme il y a eu d'autres cas par le passé. J'espère qu'il n'y en aura pas dans le futur. Il aurait fallu à partir du moment où, évidemment, B'Tselem a mis ça en avant, donc ce sont ces images les politiques, et je pense que ça a été la grave erreur qui lui a coûté son poste d'ailleurs, du ministre de la Défense israélien de l'époque, Ya'alon, et du chef d'état-major, qui ont eu cette réaction presque épidermique, avant même que l'enquête ait eu lieu, de condamner ce qu'ils ont fait, ce jeune soldat. Je suis d'accord avec l'analyse comme quoi il a fait une erreur. Je suis un ancien combattant de Tsahal. Clairement, il a fait une erreur. La question est la réaction à cette erreur. La réaction aurait dû être une cour disciplinaire. Peut-être qu'il aurait eu d'ailleurs à peu près le même temps de prison dans une prison militaire en cour disciplinaire, sans y mêler les médias, sans le transformer d'une part par une partie de la population en héros d'Israël. Je pense pas que c'est un héros d'Israël. Et d'autre part le transformer en ennemi, je sais pas, des droits de l'homme ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas le cas. Et ça, c'est important d'en parler. Il y a un autre nom dont on parle presque jamais dans cette histoire, c'est le nom d'Abdel Fattah El-Sharif. Abdel Fattah El-Sharif, c'est le terroriste qui est mort dans cette histoire. Et pourquoi j'aimerais en parler? Parce qu'on a presque l'impression que c'est une victime, et parfois il est présenté notamment par certains à la gauche ou à l'extrême gauche ou par les dirigeants palestiniens. Abdel Fattah El-Sharif, ce matin de mars 2016, est sorti de chez lui le matin pour tuer du juif. Et ça, on l'oublie. Et il est venu et il a poignardé un soldat israélien. Et il a été criblé de balles. Sur le moment, il avait 6 balles dans le corps, faut le savoir. Azaria est venu et on a rajouté une 7e. Encore une fois, pour moi, il a fait une grave erreur. Azaria, il n'aurait jamais dû faire ça. Mais remettons les choses dans ce contexte. C'est un homme qui voulait la mort, qui était quasiment mort au moment où Azaria lui a tiré dessus.
Et moi, je pense que la fin de l'histoire, que Abdel Fattah Sharif soit mort, c'est une bonne fin de l'histoire dans ce cas-là, parce qu'on a vu que malheureusement que les terroristes qui restent en vie, et on le connaît sur d'autres affaires, sont souvent libérés de prison dans des accords politiques et recommencent à tuer des innocents israéliens. Donc pour moi, un terroriste mort, c'est quelque chose qui, je pense, est un bon résultat. Maintenant, l'acte d'Azaria, évidemment, on ne peut pas le cautionner parce qu'il va à l'encontre des règles militaires de Tsahal. Et ça, je tiens à le préciser, car Tsahal est une armée morale où il y a des règles. Tout soldat de Tsahal sait qu'il faut appliquer ces règles d'utilisation de l'arme, et c'est pour ça qu'il aurait dû être puni dans le cadre de Tsahal, et sûrement pas le procès public et cette condamnation publique qui lui a été fait. Et ça, c'est désolant. Et rappelons, ceux qui mettent à chaque fois, qui utilisent en fait les soldats israéliens pour les humilier, ce sont ces organisations d'extrême gauche qui, comme vous l'avez dit vous-même, veulent mettre la question de ce qu'ils appellent l'occupation, entre guillemets, sur la table. Et en fait, les victimes de cette instrumentalisation du conflit, ce sont ces soldats qui, en fin de compte, vivent dans une démocratie qui, en Israël, on n'a pas le choix. On doit aller à l'armée à 18 ans, on vit dans un État démocratique qui nous envoie à l'armée. Et Azaria n'avait pas d'autre choix que d'aller à l'armée, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, ou peu importe. T'as dit tellement de trucs qu'il va falloir sélectionner. Il va falloir répondre de loin. Alors j'essaye de reprendre B'Tselem Shovrim Shtika. Breaking the Silence, c'est l'organisation. Breaking the Silence, les ennemis de la nation, ils ont des cornes et tout ça. Alors toi, t'étais un soldat, moi aussi, eux aussi. C'est-à-dire, la plupart, 90% des gens que j'ai rencontrés qui sont ou de B'Tselem ou de Shovrim Shtika, Breaking the Silence, c'est des anciens officiers, c'est des gens qui ont fait l'armée, qui n'ont pas fait l'armée dans un misrad ou dans... C'est des gens qui étaient sur le terrain et qui savent de quoi ils parlent. Et justement, ils viennent en parler. C'est-à-dire, on a le droit de parler de ce qui se passe dans les territoires. À partir du moment où on n'en parle jamais, à partir du moment où c'est pas mis devant, où on fait ça, tu disais une cour disciplinaire. Les cours disciplinaires, généralement, il se passe pas grand-chose. On a des morts et des morts et des morts du côté palestinien. Des terroristes, essentiellement. Terroristes. Bémet. C'est pas Mère Teresa qui est morte ce jour-là. Je te parle pas de lui. Je te parle par exemple là de ce qui se passe par exemple. On parle d'un homme qui voulait tuer. Non mais lui, il n'y a pas de problème. Tu l'as dit toi-même, il a fait une grave erreur. Mais je pense pas que l'instrumentalisation elle vienne de B'Tselem ou elle vienne. Je pense que le vrai problème. Écoute, t'as B'Tselem d'un côté, t'as Bennett de l'autre. Au milieu, il y a toi et moi, et faut y aller. Et c'est toi et moi qui doivent faire le sale boulot. Et faudrait peut-être jamais en parler. C'est-à-dire, faudrait passer ça sous le tapis. Et puis, l'occupation, ça n'existe pas. Tu l'as presque un peu dit, il n'y a pas d'occupation, il n'y a pas de Palestiniens. Nous, 50 ans après, on se retrouve quand même, malgré qu'il n'y ait pas d'occupation et qu'il n'y ait pas de Palestiniens, on se retrouve quand même à s'occuper militairement de presque 5 millions de gens. Ça va durer encore combien de temps ? À un moment, il va falloir qu'on en parle. À un moment, il va falloir qu'on trouve une solution. Le problème, c'est que la solution du gouvernement israélien, de ce gouvernement israélien, c'est de dire la solution, c'est il n'y a pas de solution. Et donc, on va managing the conflict. On fait rien, on laisse aller. Et puis, peut-être, à un moment, les Palestiniens, ils en auront marre. On leur aura tellement... qui se barreront. Le problème, c'est que de 100 000, ils sont passés à 5 millions et ils se barrent pas. Et donc, nous, on envoie nos gosses. Et puis on se retrouve avec un Elor Azaria, comme tu dis, c'est nous qui l'avons envoyé à l'armée, c'est nous qui lui avons appris à faire. Mais c'est ça l'occupation, ça a cette tronche-là. C'est pas l'armée la plus morale du monde, on est tous bons, on est tous gentils. Ça se passe pas comme ça sur le terrain. Sur le terrain, t'as un mec qui arrive avec un couteau, et puis 10 minutes après, t'as un mec qui lui tire une balle dans la tête. Et à partir du moment où on n'en parle jamais, où on se fait passer pour nous, c'est nous les victimes, tous ils sont antisémites, ça marche pas comme ça. Eux c'est des salauds, nous aussi, et au bout d'un moment, il va peut-être falloir trouver des solutions. Des vraies solutions, pas pour eux, pas pour ce type qui est par terre, qui est venu avec un couteau, pas pour lui, pour nos gosses. Moi, j'ai pas envie d'envoyer mes gosses à Hebron. Je vois pas pourquoi. Moi, j'y étais à Hebron, moi j'étais à Gaza, moi j'étais à Ramallah, moi j'étais à Jenin, et au Liban, et tu m'en passes, c'est des meilleurs. Et je vois pas pourquoi, après 50 ans, j'enverrais mes gosses faire comme Elor Azaria. Pourquoi ? Sauf que le cas d'Elor Azaria, c'est certes passé à Hebron, que j'imagine tu considères comme un territoire occupé, mais il aurait très bien pu se passer à la frontière
entre Gaza et Israël. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des Palestiniens de Gaza. Gaza n'est pas un territoire occupé. Donc Israël s'est retiré jusqu'au dernier centimètre de la bande de Gaza. Alors, donc il y a des Palestiniens qui veulent... occupé. Sois d'accord avec moi comment le territoire qui se trouve au-delà de la barrière entre Gaza et Israël, ce territoire est, oui, mais c'est y compris selon le droit international, s'il te plaît. Le cas d'Elor Azaria et de Abdel Fattah el-Sharif aurait très bien pu se passer sur le sol israélien. Et il y a eu des cas similaires, et je vais dire mieux que ça. Des cas similaires se sont passés aussi durant la deuxième guerre du Liban, qui s'est elle passée au Liban, d'accord, à la suite d'une attaque du Hezbollah qui a pris en otage sur le sol israélien des soldats israéliens. Donc il faut arrêter de mettre tout sur le dos de l'occupation. C'est pas l'occupation le problème. Le conflit israélo-arabe existait avant 1967, avant qu'Israël réintègre dans le territoire le conflit. Si, clairement. Que de celui-là. Et on parle les Fedayoun, qui étaient des Palestiniens qui venaient justement de Cisjordanie, qui rentraient en territoire israélien pour assassiner des Juifs, ça existait avant 67. Mais je te parle pas d'eux. Mais c'est les mêmes. En essayant d'amalgamer Abdel Fattah el-Sharif, le terroriste, c'est le même terroriste que son ancêtre dans les années 50 qui rentrait à Tel Aviv, à Netanya ou à Ashdod, donc en territoire israélien, pour tuer du juif. Donc pas de solution. Le problème, c'est pas l'occupation. Le problème, il est qu'au Moyen-Orient, il y a un peuple qui veut vivre en paix, c'est le peuple d'Israël. Et il y a des peuples les frontières du peuple d'Israël. On parle pas des frontières. On en parle avant même les frontières. Tu vois dis-moi si les frontières du peuple Hamas, le Fatah ne parle pas de frontières. Le drapeau du Hamas et le drapeau du Fatah, c'est du fleuve à la mer. Les frontières n'ont rien à voir. Le Palestinien militant, le terroriste, il ne connaît même pas la carte. Mais je te parle pas d'eux. Il ne s'intéresse pas aux frontières. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'un juif ne peut pas être sur la terre d'Israël, peu importe ses frontières, il ne peut pas y avoir d'État israélien, il ne peut pas y avoir d'État juif. Et c'est cette idéologie qui est à la base de ce conflit. Cette idéologie existait en 1929 dans cette même ville de Hebron. On est d'accord. Que tu saches. C'est pas la peine de faire un cours d'histoire. 80 ans avant Elor Azaria, il y avait Tu fuis la question. Tu fuis la question. En 1929. Laisse-moi tu fais un cours d'histoire. Oui, parce que c'est important de comprendre. Comme si je savais pas trop. En 1929 à Hebron, il y avait une communauté juive. Elle a vécu un pogrom le jour du Shabbat. Ils n'étaient pas armés. Les Arabes se sont levés un beau matin et ont décidé, à l'appel du Moufti, Ami Hitler, ont décidé de venir assassiner des Juifs. Okay, c'est ça le conflit israélo-arabe. C'est une population arabe radicalisée qui refuse l'existence du peuple juif au Moyen-Orient. Merci Yom Tov Kalfon. C'est ça le conflit. Yom Tov, tu me réponds pas. Tu me fais un cours d'histoire, tu fais des amalgames et tu dis il n'y a pas de Palestiniens, il n'y a pas d'occupation. Merci Yom Tov Kalfon, merci René Edry. On voit que c'était une affaire qui est loin d'avoir apaisé toutes les passions.